Ravi de vous retrouver dans le cercle RH parce que le sujet dont on va parler aujourd'hui est un sujet qui nous concerne tous, ne vous cachez pas. Votre téléphone portable, le smartphone, vous savez, qui est sur votre bureau, qu'on utilise pendant les réunions, qui fait qu'on n'est plus tout à fait concentré. Le téléphone, en fait, qui est un outil, même parfois un fil accroché à notre bras, il a des incidences. Et on va en parler avec mes invités. Incidences sur les incivilités, sur le comportement général et sur la productivité des collaborateurs. Et on va en parler avec mes invités. Sandrine Lezy, ravie de vous accueillir. Vous êtes avocate en droit social chez Capstan. Oui. Capstan Avocat, et on fera du droit évidemment, et on parlera de ce sondage IFOP très instructif sur les dangers, pour ne pas dire les ravages du téléphone portable. Nous serons avec Adrien Chignard, il est avec nous en visio. Je salue Adrien. Je déplore son absence sur le plateau. C'est toujours un plaisir, Adrien, de vous avoir en vrai, physiquement, mais vous êtes avec nous en distanciel. Psychologue du travail, science et cohérence. On reviendra aussi sur les enjeux psychologiques. On se souvient du documentaire sur Arte qui s'appelait Dopamine et qui avait fait grand bruit à l'époque. Et puis Caroline de Senneville est avec nous. Bonjour Caroline. Bonjour Arnaud. Très heureux de vous retrouver, journaliste chez Décideur RH. Et on commence avec vous, parce que c'est un peu la tradition de l'émission, pas que à travers des chiffres, mais à travers des études un peu précises. J'évoquais l'étude IFOP. Il y a aussi une étude de la Direction Générale du Trésor qui pointe du doigt. Alors là, c'est pas les incivilités, c'est la productivité. Vous le disiez, nous sommes un peu accros à nos téléphones. Les Français consultent leur portable une centaine de fois par jour, soit au minimum 3 heures de temps cumulé. Ça a un impact sur leur travail. Et justement, cette étude de 2025 de la Direction Générale du Trésor montre que les salariés pourraient passer entre 20 minutes et 2h30 de leur journée de travail à consulter leur smartphone, pour des raisons évidemment non liées à leur activité professionnelle, ce qui a une incidence importante, puisqu'une déconcentration au travail fait perdre 0,6 points de PIB par an en France. C'est colossal. Vous l'utilisez beaucoup, votre téléphone, vous, maître ? Oui. Moi aussi. Non, mais je plaide coupable. C'est-à-dire qu'on est tous autour de cette table. On communique beaucoup, mais on va dire que c'est pour le travail. On va dire essentiellement pour le travail. Non, mais on sourit, mais qui n'a pas, lors d'une réunion, et on va en parler avec Adrien, eu la tentation, au moment où votre collaborateur vous parle, de mettre le nez sur son téléphone tout en répondant à un WhatsApp. Qui ne l'a pas fait? Et on voit dans l'étude IFOP que vous avez analysée et étudiée, on voit que ça a un lien quand même dans la relation au travail. Enfin, je ne sais pas comment vous analysez ce sujet, mais perte de productivité et de réactivité, puis en même temps, c'est très incivil. Il y a plusieurs impacts qui sont d'ailleurs relevés dans l'étude IFOP. Là, vous pointez les relations du travail, et c'est le premier point d'ailleurs qui préoccupe les chefs d'entreprise dans cette étude, parce que justement, ça crée des incivilités, de l'impolitesse. C'est-à-dire qu'on s'isole aussi, donc ça crée aussi de l'isolement, de l'irritabilité, et c'est vrai que nous, on constate beaucoup d'augmentation en termes de conflictualité au travail. Alors, il y a différents facteurs, bien sûr, mais le fait d'utiliser de façon excessive, parce que c'est ça qui est important aussi, c'est l'utilisation excessive de son smartphone personnel au travail. Personnel, c'est important de le préciser. Qui fait que, il y a des situations où on est plus irritable, on n'a pas envie d'être interrompu. Pendant les pauses, là où on crée du lien, et là où ça avait énormément d'importance, ce lien dans l'entreprise, en fait, tout le monde est sur son smartphone, et plus personne ne se parle. Il suffit de sortir de l'entreprise pour marcher dans la rue. Oui. Et en fait, de croiser des gens qui vous bousculent parce qu'ils sont le nez sur leur téléphone en train de soit regarder une vidéo, soit envoyer un message. On est en train un peu d'étouffer Adrien avec ce téléphone, pardonnez-moi, parce que ce sujet a été évoqué chez les enfants. On a évoqué dans certains pays européens l'interdiction du téléphone, je pense à l'Angleterre, je pense à l'Italie. Chez les ados, le débat est en France. Mais en fait, on devrait peut-être se poser la même question en entreprise, c'est-à-dire que quand on fait une réunion, chaque dirigeant, chaque cadre ou chaque salarié met ça dans un petit tiroir, et puis enfin on peut travailler. Comment vous regardez ce sujet, vous, le psychologue du travail ? En fait, moi, je le regarde à 2 titres. Je suis à la fois psychologue du travail et chef d'entreprise. Donc, j'ai moi-même 9 salariés avec lesquels j'ai l'occasion d'animer des réunions. Je pense que quand on est chef d'entreprise, on est aussi porteur et créateur d'une norme. Et être porteur et créateur d'une norme, ça veut dire qu'on a un devoir d'exemplarité par rapport aux collaborateurs qui sont les nôtres. Et moi, je commence, tout comme lorsque je suis en train de vous parler, je n'ai pas de montre connectée. Mon téléphone est en mode avion pour pouvoir effectivement vous donner l'attention que vous méritez. Parce que toute la composante dont on parle là, c'est la dimension attentionnelle, cette question de la charge mentale dont on parle très souvent. La charge mentale, on sait, Arnaud, qu'elle est constituée de 2 phénomènes cognitifs, à la fois la question de l'attention et de la mémoire de travail. Mais si vous êtes le nez scotché avec votre smartphone à regarder Instagram ou tous les réseaux sociaux, vos facultés attentionnelles ne sont pas illimitées, elles vont être happées
par le contenu en plus appétissant de ces sites qui ont vocation à vous laisser le plus longtemps sur le site pour pouvoir consommer de la pub derrière, qui fait qu'en fait vous ne pouvez plus être productif en situation de travail. Le problème, c'est que moi, l'employeur que je suis, il loue quelque part les facultés attentionnelles de ses collaborateurs pour produire de la valeur. Exact. Or, si leurs facultés attentionnelles sont prises par les réseaux sociaux, elles ne peuvent plus être génératrices de valeur pour moi. C'est intéressant. Je vous rappelle ce documentaire qui est encore visible, Dopamine, qui avait été diffusé sur Arte, qui est une espèce de petite drogue générée par la surconsommation de sites. Je pense notamment à TikTok, pour ne pas le citer. Caroline, vous vouliez compléter, parce qu'on a démarré par la productivité, mais on voit aussi que c'est un vrai enjeu sur notre santé mentale. Oui, sur la santé mentale, et je voulais peut-être faire une petite parenthèse, mais là on parle souvent des postes de cadre, on est derrière notre ordinateur. Quand on est sur des chantiers ou autres, regarder son téléphone peut entraîner des accidents, et l'employeur, je me tourne vers vous, mais ne peut pas interdire l'usage du téléphone, il peut le contrôler. Pour autant, s'il y a un accident qui est lié à l'usage d'un téléphone, il peut être mis en cause. Donc voilà, il y a un juste milieu à trouver, une sensibilisation sûrement à faire sur ces sujets-là. Sécurité, je pense à la conduite, je pense à ceux qui circulent beaucoup, qui sont des opérationnels. Quand vous parliez de conflits tout à l'heure, vous avez des exemples un peu plus concrets à nous donner. Vous disiez il y a ces sources de conflits et d'inquiétude, puisqu'on voit effectivement que 9 patrons sur 10 sont inquiets de l'utilisation. C'est quoi les exemples concrets là, de conflits ? Alors, là, il y a deux choses. Il y a d'une part sur ce qui est accident, donc la sécurité au travail, et après, il y a ce qui est conflit. La sécurité au travail, c'est vrai qu'on a une obligation générale de sécurité et de santé au travail. Donc, je dois, moi, travailler sur la prévention en tant qu'employeur. Donc, il faut que j'analyse les risques. Et parmi ces risques, il y a peut-être un qui était assez ignoré jusqu'à présent, qui était justement l'utilisation du smartphone, de son smartphone en voiture. Je travaille en hauteur. Vous parliez notamment des ouvriers du bâtiment et les moments d'inattention que crée le smartphone parce qu'on est tellement accro à attendre une notification. Quand bien même on n'en a pas, on va regarder son smartphone, qu'effectivement, il y a un risque. La responsabilité, je l'ai en tant qu'employeur. Donc, il faut évidemment que je fasse de la prévention, que j'attende pas que le risque arrive. Et c'est en cela que c'est important de sensibiliser aussi les chefs d'entreprise sur cet aspect-là, qui est l'aspect sécuritaire. Alors, restons un instant sur la sécurité. Je garde ma question pour la suite. Si on prouve qu'un salarié a utilisé son téléphone sur un chantier, sur une grue, sur un échafaudage, et qu'il a un accident du travail, est-ce que l'employeur peut considérer qu'il n'est pas responsable parce que le collaborateur utilisait le téléphone, s'est tourné et est tombé, par exemple ? Alors déjà, il va falloir le démontrer. Et souvent, c'est très compliqué, en fait. Parce que j'ai un arbre des causes, il va falloir que je trouve finalement ce qui a été vraiment le fait générateur de l'accident. Et un témoin, parfois, par exemple. Oui, mais un témoin, moi j'ai déjà eu des cas, en fait, notamment sur des chantiers d'accidents dont on indique que la personne se trouvait dans une zone où il ne devait pas être alors qu'il regardait son smartphone. En fait, ça a été extrêmement difficile à démontrer. Donc en fait, on va plutôt rechercher, est-ce que véritablement la zone était suffisamment délimitée, interdite, quand bien même, en fait, le salarié aurait... Donc on ne traite pas le sujet au plus profond du fait qu'il tenait un smartphone, parce que vous nous dites, juridiquement, c'est dur à défendre. En tout cas, c'est le problème de la preuve, et donc du travail que l'employeur doit faire pour rechercher quelle est la cause initiale et principale, en fait, de l'accident. Mais c'est un point sur lequel il y a une préoccupation qui est évidente des employeurs sur ces aspects-là, sur l'aspect sécuritaire. Et on le comprend facilement. Donc il y a la santé physique, il y a la santé mentale, parce qu'on en parle beaucoup, notamment dans les études. Parce qu'effectivement, il y a un impact. Il y a plein d'études, y compris scientifiques, qui démontrent que chez l'adulte, et pas seulement chez l'enfant, mais l'enfant, quand on sait qu'un enfant de 2 ans est en moyenne 1 heure devant des écrans, on peut se dire, quand il va arriver sur le marché du travail, en fait, quelle va être son attitude ? Comment va-t-il se comporter ? C'est pour ça que c'est important de prendre le problème non seulement en amont, et c'est essentiel de traiter au niveau des enfants, des adolescents, mais dans l'éducation, bien sûr. Et c'est évident, et on s'en est emparé en France, suffisamment, pas suffisamment, c'est pas le sujet. Mais dans l'entreprise, ça c'est assez nouveau en fait de porter ce sujet-là dans l'entreprise. Mais, sans pointer du doigt notre fameuse Gen Z là, dont tout le monde parle, la Gen Z, elle amène ça, cette espèce de mode du nez sur le téléphone, il y a pas de cette génération, mais effectivement, cette génération davantage. Et d'ailleurs, dans toutes les études qui sont faites, on démontre que malgré tout, il y a une attitude, on va dire, un comportement qui est d'utilisation, mais pendant un temps
extrêmement important du smartphone. Et dont Caroline. ils ont du mal à se détacher. La fondation d'entreprise Ramsay Santé avait fait une étude et les jeunes âgés de 15 à 25 ans déclarent avoir une relation nocive, voire toxique avec leur téléphone portable. 38% se déclarent addicts et 34% décrivent leur relation comme négative. C'est des jeunes qui sont déjà en emploi ou qui vont arriver sur le marché du travail. Il faut pouvoir... Et c'est ça Donc, qui enjeu de sécurité, enjeu de relation avec le client, puisqu'il y a les enjeux de sécurité dont on vient de parler, difficiles à démontrer, dites-vous. Puis aussi la relation au client, quand vous avez en service clientèle quelqu'un qui a le nez sur le téléphone et qui se lève pas. On l'a tous vu. Et on l'a tous vécu. Donc c'est assez intéressant de voir aussi que ça a un impact sur l'enjeu business d'une entreprise. Ça a un impact sur le business, ça a un impact sur les relations. Donc sur le business, oui, parce que le service au client, oui, mais pas seulement. C'est-à-dire que quand je suis en réunion, que je mets pas mon smartphone sur le mode avion et que j'écoute. J'écoute, oui, mais enfin, j'écoute pas la totalité. Donc, en fait, s'il y a un process qui m'est présenté, s'il y a... et finalement, je vais en avoir loupé peut-être une petite partie, parce que je n'ai pas la même concentration qu'une concentration absolue quand je n'ai pas mon smartphone. Comme on est en ce moment, même si de temps en temps, je jette un petit œil sur mon téléphone, vous avez remarqué? Oui, j'ai remarqué. Vous l'avez remarqué, j'ai vu dans vos yeux que vous aviez vu. Adrien, concrètement, là, on a fait un diagnostic, on a fait une photographie objectivement. Que tout parent, que tout salarié a bien en tête, ou que tout dirigeant d'ailleurs a en tête, le téléphone est trop, on l'utilise trop, il nous envahit, il nous pollue la vie, et pourtant on a le sentiment que sur ce sujet on n'y arrive pas réellement. On fait quoi? On l'interdit? On fait de la prévention en formation? Comment on fait? Vous avez parlé tout à l'heure d'un terme qui me plaît beaucoup, qui est la notion de risque. Quand on fait de la prévention des risques, on a une prévention qu'on appelle primaire, secondaire et tertiaire. Alors, on va faire, et c'est ce que vous disiez, Maître, on va faire de la sensibilisation, de l'éducation populaire. On va essayer de faire en sorte d'avoir un usage de l'outil, parce que toute nouveauté encapsule la possibilité de son mésusage. Et c'est ce qui se passe avec le smartphone en situation de travail. Donc, on va faire de la formation, de la sensibilisation sur les usages. Lorsqu'il y a des comportements qui sont trop dangereux ou autres, on va pouvoir sanctionner dans un second temps. Mais on va surtout faire de la vraie prévention, c'est-à-dire de la prévention primaire. Et la prévention primaire, notamment pour certains employeurs, c'est de comprendre aussi, et encore une fois, je suis employeur, qu'on ne peut pas d'un côté valoriser ce qu'on appelle l'extra mile dans les grandes boîtes américaines, où on vous demande de bosser parfois jusqu'à 18, 20h, 21h30 de répondre à vos SMS, et de l'autre côté, vouloir que sur le temps de travail, vous vous priviez d'utiliser votre téléphone personnel. Exact. Parce que le respect des temps de repos et de récupération doit permettre une juste distribution de l'usage du téléphone. Donc si on évite déjà d'hyper-solliciter ses collaborateurs en dehors des temps de travail, on va éviter pour partie d'avoir des usages sur le temps de travail du téléphone personnel. Au Conseil des ministres, on pose son téléphone dans une corbeille, alors pas uniquement pour écouter le président de la République attentivement, mais aussi pour éviter les fuites journalistiques, pour éviter qu'on enregistre les propos du Conseil des ministres. Je le transpose à l'entreprise, c'est la même chose. Juridiquement, on ne peut pas interdire un collaborateur, pour l'instant, de se séparer de son téléphone. Est-ce qu'un employeur peut dire à cette réunion, je souhaite que tu déposes ton téléphone à l'entrée dans des cabines sécurisées et tu le récupéreras, comme dans certaines écoles, à la fin de la réunion? Est-ce qu'on peut le faire? Oui, c'est-à-dire qu'on peut poser des règles. Dans le cadre notamment du règlement intérieur ou des chartes qu'on établit, d'ailleurs parfois avec les représentants du personnel, parce que ça ne devrait pas être un sujet clivant dans l'entreprise. C'est vraiment un vrai sujet. Je pense que chacun peut comprendre que ça a un impact négatif sur la sécurité, la sienne, mais également celle de ses collègues, sur la performance aussi et la qualité du travail que l'on donne, et sur la relation qu'on a avec ses collègues. Clairement. Donc ces trois aspects-là, je pense que tout le monde est assez conscient. Après, c'est quels sont les moyens que moi, en tant que chef d'entreprise, je mets en place pour... Alors, ça va, on va dire, du plus consensuel au moins consensuel, au plus directif. Donc, ça va effectivement de ce que vous indiquiez à l'instant, c'est-à-dire, je vais sensibiliser. Pour moi, c'est essentiel de sensibiliser. Et sensibiliser, ça peut être, par exemple, mettre au point un questionnaire pour, finalement, se rendre compte, est-ce que je suis accro ou pas ? Parce que très honnêtement, il y a des petites vidéos qui sont très bien faites d'ailleurs par l'Observatoire de santé pro BTP pour savoir mais combien de temps vous passez interrogation dans la rue. Qui a commandé le sondage IFOP, il faut le préciser. Oui, tout à fait. Voilà. Et qui minimise complètement son temps. Combien de temps vous avez pensé hier? Plein de personnes disent 1 heure, 2 heures. Et quand on regarde, c'est 4 heures. Donc la sensibilisation. Et on peut faire, parmi les pistes, il peut y avoir les questionnaires. Pour vraiment qu'il y ait une prise de conscience. Une photo, on se dit j'en suis là, moi.
Et ça, c'est important. Après, il peut y avoir également d'autres... on peut négocier aussi dans le cadre de la qualité de vie au travail, parce que le problème de la relation au travail, c'est extrêmement important. Bien sûr. Et vous m'interrogiez tout à l'heure en disant, mais est-ce que vous avez des cas précis? Oui. Un cas qui a été tranché d'ailleurs par la Cour d'appel, dans un bureau collectif, il y a une règle dans le règlement intérieur qui est d'interdire le smartphone dans les bureaux collectifs. Or, il y a un salarié qui utilise son smartphone et même le haut-parleur. Donc, ça agace autour de lui. Il exagère. Donc, on lui dit une fois, deux fois, son manager vient lui dire, bon, non, là, il y a un... Et c'est dans le règlement, voilà, c'est dans le règlement, donc on lui oppose. Il continue malgré tout. Le collaborateur à côté qui n'arrive pas à travailler, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, ils s'empoignent tous les deux et ça se finit par 10 jours d'ITT, donc d'arrêt de travail. Contre celui qui avait le téléphone? Oui, tout à fait. Puni en plus. Donc, du coup, voyez ce genre de situation, en fait, parce que ça crée une frustration. On veut prendre le téléphone. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer d'aller vers le consensuel pour qu'il y ait une prise de conscience des uns et des autres. De l'éveil, de questionnaires, prise de conscience. De la prévention et des règles. Et des règles. C'est-à-dire encadrer. Et je peux le faire. En tant que chef d'entreprise, dans le cas d'un règlement intérieur, je peux le faire à condition, juste rajouter ça, qu'il y a des limites. C'est-à-dire qu'effectivement, ma règle, il faut forcément qu'elle soit nécessaire, donc juste, bien sûr, et qu'elle soit proportionnée. Ça, c'est une règle évidente que je dois... Donc, ça veut dire quoi? Je finis juste que je peux être amenée à interdire l'utilisation de mon smartphone personnel sur certains métiers, sur certains secteurs, mais à condition qu'effectivement je puisse le justifier. Et ça ne sera pas général, mais je peux cibler des emplois, des métiers. Le transport routier, le transport en général, c'est des vrais sujets. Par exemple. On voit des routiers qui ont des accidents parce qu'ils regardent la télé ou un téléphone. Chauffeur de bus, il y a un autre cas. Chauffeur de bus qui regardait une vidéo sur son smartphone, sur le tableau de bord. Et donc, à ce moment-là, il rate le piéton qui arrive. Il pourrait. Je ne sais pas, Caroline, si vous aviez creusé ce sujet, mais il y a un sujet quand même de l'utilisation du téléphone, au-delà des interdictions dans le cadre du règlement intérieur, des salariés avec l'IA. Vous avez vu, il y a des entreprises qui disent on a créé notre IA, donc on vous interdit évidemment d'aller sur ChatGPT perso. Est-ce que ça, on est déjà dans une jurisprudence de conflit, c'est-à-dire qu'un salarié qui va mettre de la donnée et chercher de l'info, on lui a formellement interdit d'y aller, puisque par essence, il y a un IA interne. Comment ça se... Et ça, c'est son smartphone aussi. Il va aux toilettes, tout simplement, ou à la cafette, et va discrètement bosser de ChatGPT. C'est un conflit, ça. Ça, c'est juridiquement... C'est un conflit si je peux le prouver. Alors, il y a toujours la preuve. Mais c'est toujours... c'est la clé, malgré tout. Indépendamment de ça, c'est je fixe des règles. Là aussi, c'est dans le règlement. On précise qu'on ne peut pas utiliser son ChatGPT personnel de son téléphone. Parce que j'ai un risque. J'ai un risque de fuite, mais potentiellement. Bien sûr. Donc là, compte tenu de toutes les cyberattaques qu'il peut y avoir... Danger, oui. Donc je peux le justifier. Caroline, est-ce que vous vouliez rajouter un petit mot, vous qui regardez le téléphone, une quinzaine de minutes par jour, pas plus, qui est absolument en règle avec ce sujet? Non, mais il y a peut-être un autre enjeu dont on n'a pas parlé, c'est les salariés qui ont leur téléphone personnel pour traiter de sujets professionnels. Et là, garder une ligne fine entre la vie professionnelle et la vie personnelle, c'est pas forcément évident. Et pour l'avocat, c'est compliqué, puisque le salarié évoquera l'idée qu'il travaillait avec son téléphone perso pour des missions pro. On est d'accord, d'où l'intérêt d'avoir deux téléphones. Oui, et c'est pour ça qu'il faut aussi essayer de travailler sur la déconnexion. Le droit à la déconnexion. Oui, mais on a l'obligation aussi de négocier sur la déconnexion, qui est un droit, mais qui est aussi un devoir. Donc, du management notamment, de ne pas envoyer de mail trop tard, etc. Et là, voilà, donc on peut poser un certain nombre de choses, comme mettre son téléphone sur mode avion, par exemple, en réunion. J'ai fait, comme vous avez remarqué, je n'ai eu aucun appel téléphonique pendant cette émission, quand même, j'ai fait un énorme effort. Adrien, vous qui avez une entreprise, vous avez forcément mis un règlement intérieur, vous avez une belle petite PME. Concrètement, au-delà de l'enjeu du chef d'entreprise que vous êtes, est-ce que l'interdiction est nécessaire? On l'a vu en Italie, on l'a vu dans certains pays où, pour les écoles, on range les téléphones. On a vu des bagarres, on a vu beaucoup de violence dans les cours d'école à cause de ce téléphone. Et on le voit aujourd'hui à travers l'exemple de Sandrine qui nous dit qu'il y a eu des bagarres dans un bureau pour une histoire de téléphone. Est-ce qu'on va jusqu'à l'interdiction?
Alors, on n'a pas attendu les téléphones pour avoir des bagarres dans les bureaux, très concrètement. Est-ce qu'on interdit ? Je crois que c'est pas possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut plus interdire le smartphone. Il va tout simplement falloir apprendre des usages un peu différents. La chance qu'on a, c'est que les possibilités nous sont offertes. C'est ce que vous disiez, maître, et je partage tout à fait votre regard. Aujourd'hui, sur n'importe quel smartphone, vous pouvez filtrer, par exemple, les appels qui arrivent. Moi, je n'ai pas de problème avec mes salariés à ce qu'elles aient l'autorisation de recevoir des coups de fil perso de la crèche, de l'école ou de leur conjointe ou conjoint. Ça me semble tout à fait légitime parce que c'est une question d'équilibre des vies dont on sait qu'elle est un précipitant de la performance du salarié en plus. Donc nécessairement, on va essayer de mettre en place des limites technologiques qui vont nous permettre d'avoir un meilleur usage tout simplement de ces téléphones personnels parce que je ne crois pas, je parle au travail, je ne parle pas à l'école, mais au travail, je ne crois pas aux questions d'interdiction, sauf effectivement dans des métiers dont l'accidentologie implique la négation totale de l'usage du téléphone. Moi, j'entends éducation, j'entends éveil, j'entends droit et devoir du collaborateur qui doit aussi peut-être être accompagné par ses RH sur des questionnaires pédagogiques pour savoir où on en est. Et c'est vrai que quand je vois mes notifications d'utilisation quotidienne, j'ai parfois envie de m'évanouir et je me dis c'est pas vrai, il s'est trompé, c'est pas vrai. Je l'ai pas eu 4h40 devant moi ce téléphone. Merci maître d'être venu nous éclairer sur ces sujets qui sont des sujets à la fois de sociologie et des sujets importants sur le plan de l'équilibre de vie des collaborateurs et des organisations. Merci à vous Sandrine Lozy, avocate en droit social chez Capstan Avocat. Merci à Caroline de Senneville de nous avoir accompagnés et éclairés dans chacune de nos émissions. C'est un vrai plaisir. Et merci à Adrien Chignard, psychologue du travail. Sens et cohérence, c'est le nom de votre entreprise car vous êtes aussi un entrepreneur. Merci aussi à Nicolas Juchat, aujourd'hui à l'oreille, dans mon oreille. Et merci à Charles à la réalisation. Et merci à notre ami ingénieur du son. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.